durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons l'impact des médicaments sur notre environnement en général et sur l'eau en particulier. Cette émission a été enregistrée le 26 avril 2018 à 18h30 au Quai Luron, café culturel à Saulxures-sur-Moselotte dans les Vosges, et réalisée en public que nous saluons bien sûr. Nous sommes avec 3 médecins généralistes de l'association pour l'optimisation et la qualité des soins, les docteurs Patrick Bastien, Étienne Curien et Alain Petit, tous les 3 membres fondateurs du projet Éco-Prescription. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Bonjour à tous les 3. Qui de vous relève le défi d'expliquer en moins d'une minute le projet Éco-Prescription ? Docteur Bastien. Eh bien, éco-prescription, ce n'est pas la prescription économique, mais c'est la prescription écologique. C'est l'idée de se dire que le médicament, une fois qu'il a été utilisé par les patients, se retrouve dans l'environnement et qu'il est mieux à chaque fois qu'on en mette le moins possible et que ce soit des médicaments les moins toxiques possibles. Voilà. Et ce projet Éco-Prescription, vous le menez actuellement sur un territoire bien précis. Nous le menons sur le territoire de la vallée de la Moselotte et de la Moselle, la Haute-Moselle et de la Haute-Moselotte, sur 50 000 habitants environ qui habitent là, et une quarantaine de médecins, des vétérinaires et une vingtaine de pharmaciens. Parce qu'on ne le sait pas assez, mais l'utilisation même de médicaments impacte notre environnement et l'eau en particulier. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. M'en parlez pas, j'ai un de ces mal de crâne. Ah bah attendez, bougez pas, j'ai ce qu'il faut. Vous attrapez ? Hop là. Ah bah bravo, félicitations. Ah bah c'est pas grave, j'en ai d'autres. Vous êtes prêts ? Ah non, sûrement pas. Vous avez empoisonné la flotte ? Mais attendez, c'est rien, c'est de l'aspirine. Puis c'est des tout petits cachets. Figurez-vous que l'on retrouve des résidus de médicaments dans les cours d'eau. Et alors ? Bah alors ça peut avoir des conséquences pour la faune. Ah mais c'est des quantités infinity. Enfin c'est des quantités minuscules quoi, ça risque rien. Ça risquerait rien si ça s'accumulait pas. Mais ça s'accumule. Où ? Bah, dans les organismes vivants, monsieur. Mais ça vient d'où tout ça ? Bah de notre vessie le plus souvent. Mais aussi des médicaments non utilisés et balancés dans les éviers. Alors ceux qui font pipi dans l'évier, c'est encore plus grave. Ouais, c'est ça, faites le mariole. Mais le jour où les rivières seront toutes stériles à cause des antibiotiques, les grenouilles seront toutes des femelles à cause des oestrogènes, et les truites feront 25 kilos à cause des anabolisants, il faudra pas venir pleurer. L'enjeu est clairement posé avec cet extrait de l'épisode 5 de la saison 1 de la série de la web-série Méli-Mélo, intitulée « Des tout petits cachets », diffusée en 2014. On aura reconnu les voix de Jacques Chambon et Franck Pitiot, respectivement Merlin et Perceval, de la série Kaamelott. L'homme produit et diffuse généralement ses inventions avant de s'inquiéter des éventuels dégâts environnementaux. Docteur Petit. Oui, c'est un petit peu le problème et c'est ça qui nous a conduit à pratiquer cette expérimentation. Parce qu'on s'aperçoit que depuis une cinquantaine d'années, on diffuse effectivement dans le milieu tout un tas de produits plus ou moins importants. On a commencé par les plastiques, les produits phytosanitaires, les gaz à effet de serre, etc. Et on s'aperçoit au bout d'un certain nombre d'années que ça pose un problème extrêmement important. Et tout ça contribue aussi à l'effondrement de la biodiversité. Voilà, qui peut conduire quand même à un effondrement de la biodiversité. Et à terme, ça peut être extrêmement dangereux pour l'ensemble de la planète. Alors nous, on arrive peut-être très en avance, puisqu'on est dans l'infinitésimal. Ce sont des tout petites quantités de produits qui petit à petit se diffusent dans l'environnement. C'est ce qu'on appelle des traces, docteur Petit. C'est des traces, on est de l'ordre du micro, voire du nanogramme. Donc c'est vraiment très petit, ça pourrait paraître totalement anodin. Alors avant, on n'en parlait pas parce qu'on ne savait pas trop doser ça. Maintenant, on a des moyens techniques qui permettent de doser les médicaments dans un volume très important, des médicaments à l'état de traces.
Et donc, compte tenu de ça, on s'est dit qu'on pouvait peut-être essayer de faire le point donc, dans l'environnement qui nous est, dont Patrick a parlé, c'est-à-dire ici, dans la Moselle et la Moselotte, et dans la région, ce qui se passait avec ces médicaments. Docteur Petit, la démarche que vous initiez ici dans les Vosges, c'est une initiative singulière, isolée au niveau national. Vous êtes pionnier de la démarche? Apparemment, on ne connaît pas d'expérience similaire ni en France ni vraiment en Europe. Bon, il y a bien sûr des équipes qui se sont intéressées à la toxicité des médicaments dans l'eau, mais l'expérience que l'on fait avec les professionnels, les médecins, les vétérinaires et les pharmaciens est quand même unique, voire pilote, ici en France et dans les Vosges. Alors, le docteur Bastien le disait tout à l'heure, vous associez les trois professions directement impliquées, bien sûr, dans la prescription des médicaments, les médecins, dont vous, les pharmaciens et les vétérinaires. Oui, c'est ça qui fait l'originalité du projet, puisque nous sommes les prescripteurs essentiels des médicaments. Bien sûr, il y a l'automédication, il y a des gens qui achètent leurs médicaments en pharmacie, mais la plupart du temps, c'est quand même des médicaments qui sont prescrits par des professionnels. Et donc, c'est avec ces professionnels-là qu'on a travaillé, les pharmaciens, les vétérinaires et les médecins. Et puis, bien sûr, alors vous parliez à l'instant de l'automédication, les institutions ne doivent pas et ne peuvent pas tout prendre en main, à chacun également d'agir. Oui, bien sûr. La population doit avoir conscience justement de ce nouveau type de pollution. Et les médecins aussi, et les professionnels qui n'en ont pas forcément tous conscience. Alors, donc le but, c'était aussi de les informer et de prendre conscience justement de ce nouveau problème et de l'intégrer dans leur prescription. Mais comment se fait-il que les professionnels, alors que le citoyen consommateur de médicaments, en l'occurrence, vous dites les patients, ne soient pas informés, à la limite, on peut le comprendre, mais que les professionnels ne le soient pas, c'est surprenant. C'est surprenant, mais c'est une réalité. Les enquêtes qui ont été faites, qui ont montré que les médecins n'étaient pas spécialement orientés vers ce genre de problème, n'avaient pas conscience de ça. C'est quand même une pollution émergente. En France, on n'a pas beaucoup parlé. Ce qui nous a un petit peu incité à faire cette expérimentation, c'est qu'en Suède, il y a une équipe de chercheurs qui s'est intéressée à la toxicité des médicaments dans l'eau et qui a édité un dictionnaire, on appelle ça le dictionnaire suédois entre nous, et sur lequel on s'est appuyé justement pour modifier éventuellement les prescriptions des professionnels en vue de prescrire des médicaments moins toxiques pour l'environnement. Et d'ailleurs, vous avez un slogan au sein de votre association pour l'optimisation et la qualité des soins, Dr Alain Petit, c'est « Soigner sans polluer ». Soigner sans polluer, voilà, ça c'est notre leitmotiv, notre emblème. Donc, soigner sans polluer, oui, effectivement, sans envoyer les médicaments dans les cours d'eau et dans les eaux de surface ou dans les eaux profondes par la suite. Pour autant, cette pollution médicamenteuse, docteur Petit, elle n'est pas forcément volontaire au sens où elle résulterait uniquement du fait que l'on jetterait des médicaments dans la nature ou dans ses toilettes. Alors il y a deux voies justement de pollution. Il y a les médicaments qui sont pris par les patients et qui sont métabolisés et ensuite rejetés dans les urines dans le milieu environnant, et les médicaments qui ne sont pas consommés et qui, s'ils ne sont pas rapportés à la pharmacie, s'ils ne sont pas dans un circuit authentifié, peuvent aussi amener des pollutions dans l'environnement. Donc le but justement de l'expérimentation, c'est de sensibiliser, de faire rapporter les médicaments dans les pharmacies. D'autant que sur l'origine de la pollution médicamenteuse, précisément, on se trompe, et il y a quelques gestes pourtant simples à avoir pour la limiter. Résidus de médicaments dans l'eau, des déchets pas tout à fait comme les autres. On pourrait penser que les hôpitaux sont à l'origine de la majorité des résidus de médicaments qu'on trouve dans l'eau. Pourtant, 80% proviennent des rejets domestiques. Des solutions simples permettent de limiter ces rejets. Ne pas jeter dans l'évier ou dans les toilettes les médicaments non utilisés, qu'ils soient liquides ou en comprimés. De son côté, le pharmacien récupère tout médicament non utilisé, qu'il soit périmé ou pas. Il est ensuite éliminé dans des conditions spécifiques, en toute sécurité. Chacun à notre échelle, prenons en main notre santé et préservons la qualité de notre environnement.
Petite vidéo produite en 2016 par le GREI, une association scientifique et technique. Ce que l'on appelle la pollution médicamenteuse, mythe ou réalité? Ça, c'est une question pour vous, docteur Étienne Curien. Je voudrais tempérer un tout petit peu les propos de mon confrère et dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de toxicité aiguë. C'est-à-dire qu'effectivement, on avale des médicaments, on les métabolise, ils nous servent à quelque chose, espérons-le, et puis on les excrète et on les retrouve dans l'eau. Alors ils sont soit sous forme originelle, soit sous forme métabolisée, mais ils ont encore une petite activité. Alors juste une question, une précision, métaboliser, ça veut dire quoi? Métaboliser, ça veut dire transformer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le médicament a été utilisé et a servi à soigner la maladie sur lequel il était destiné, le foie, les organes de notre organisme ont transformé ce médicament-là et le font passer par le foie ou par les reins. Il n'a plus exactement la même structure chimique, il est métabolisé et il est excrété. Et on le retrouve donc dans la nature, mais dans des concentrations qui sont extrêmement faibles, de l'ordre du nanogramme par millilitre. C'est un peu comme si on s'amusait à doser le taux de sucre dans le lac de Gérardmer après avoir mis un sucre en morceaux dans le lac de Gérardmer. On est à peu près à ce dosage-là. Pour autant, on sait bien que la dose ne fait pas la dangerosité. Absolument. Alors donc, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de toxicité aiguë, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu, on n'a pas rencontré de patients ou de malades ou de personnes qui aient bu un verre d'eau de la Moselle ou de la Moselotte et qui est ensuite entraîné des problèmes pathologiques chez cette personne-là. Donc pas de toxicité aiguë. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que si une personne à Vanier ou à Rue boit un verre d'eau tous les jours dans lequel on sait qu'il y a un petit peu de paracétamol, un petit peu de carbamazépine, un petit peu de desloratadine, et un peu de tout ça, donc. Et un peu de tout ça mélangé, est-ce qu'au bout de 30 ans, on n'aura pas quelque chose qui va se passer et qui pourrait être imputé à cette consommation chronique? Mais là, ce que vous évoquez là... c'est l'effet cocktail. Docteur Curien, c'est aussi la question de la preuve. C'est la question de la preuve. Donc, comme on n'a pas de preuve, on dit c'est quand même pas normal, il y a 150 ans ou deux siècles, et il n'y avait rien dans notre bonneau des Vosges. Et là maintenant, on trouve quand même, quand on fait des dosages, quand on fait des analyses biochimiques dans l'eau, on trouve des produits qui n'existaient pas, qu'on a déversés. Et en même temps, absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Voilà. Donc on est devant ce doute-là. Il y a quand même des choses qui se passent. C'est-à-dire que, par exemple, on sait qu'il y a transformation, par exemple, des sexes ratios. C'est-à-dire qu'un des médicaments qu'on retrouve en grosse quantité dans l'eau, ce sont les médicaments hormonaux et notamment les œstroprogestatifs, les hormones femelles. Et on sait que ça a un effet sur le nombre de sujets mâles et sujets femelles. C'est le sexe ratio. On sait qu'il est inversé. C'est-à-dire qu'on peut trouver 8 femelles pour 2 mâles. En fait, en clair, ça change notamment le sexe des poissons. Des poissons, des micro-organismes dans l'eau. Donc, est-ce que s'il y a un effet sur la faune, est-ce qu'il n'y aurait pas un effet sur l'homme? C'est des questions qu'on est en droit de se poser. Et on sait quand même qu'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Je vois que le docteur Bastien est très demandeur. Oui, je voulais compléter ce que le docteur Curien vient de donner comme information. C'est-à-dire qu'on a été élevé, notre génération, et même celle encore maintenant, par la notion de toxicité pondérale. C'est-à-dire, c'est la dose qui fait le poison. Or, depuis une dizaine d'années, on a mis en évidence de la toxicité par présence. Tout le monde a entendu parler des perturbateurs métaboliques. C'est-à-dire que c'est pas la quantité de perturbateurs, c'est simplement la présence. Et ça, c'est beaucoup plus problématique parce qu'on n'est pas du tout équipé pour, d'une part, éliminer la présence, et on n'a pas de recul pour l'instant. On découvre en fait cet impact-là. On découvre. C'est donc quelque chose qui est très nouveau. C'est plus forcément la dose toujours, mais également la présence, et ça, c'est compliqué. Effectivement, la présence, mais également l'association. C'est-à-dire que c'est l'effet cocktail dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que
En lui-même, le paracétamol n'est pas dangereux. On en trouve beaucoup dans les eaux de ruissellement. Là, on a fait des dosages et c'est le médicament qu'on trouve en grosse quantité. C'est normal parce que c'est celui qui est le plus prescrit dans le coin, partout ailleurs d'ailleurs. Mais cette présence-là, elle est de courte durée. Tout à l'heure, le docteur Petit vous parlait des Suédois. Ces Suédois-là ont fait des dosages qui permettent de mesurer pour chacune des molécules qu'ils ont étudiées leur persistance, leur bioaccumulation et leur toxicité. Alors ça, on en reparlera. Pour autant, aujourd'hui, la moitié seulement des médicaments prescrits est consommée. Oui. Alors, que devient la moitié non consommée ? Et la moitié consommée, on voit que eh bien, elle est métabolisée et rejetée malgré tout dans l'environnement. Les médecins ont toujours du mal de croire à ça, mais c'est vrai, il y a de nombreuses études qui disent que l'observance thérapeutique est de 50%. C'est-à-dire qu'on fait une ordonnance, on donne un certain nombre de comprimés et on sait maintenant, par des études qui sont quand même très complexes à mettre en place, que seulement la moitié des médicaments qu'on a prescrits sont consommés. Donc les 50% restants, ils sont soit dans la pharmacie, soit dans le cabas de la ménagère qui est bien éduqué et qui le ramène à la pharmacie, soit dans la poubelle ou dans les WC. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me surprend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait plonger. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me détend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait nager. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, même la boue. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait frémir. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts sont à mon goût. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et qui endort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau du bouillon. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et l'eau qui dort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau qui rencontre. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de l'aisselle. Même l'eau brouillée, l'eau que j'en ai marre d'être mouillée. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de vaisselle. Même l'eau qui pue, l'eau qu'elle en a marre d'être bouillue. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau des larmes comme un vacarme dans les yeux. Même l'eau des pleurs arrose les fleurs de mes aïeux. Et l'eau de ta bouche quand je la touche avec la mienne. C'est l'eau qui me va, celle que je bois comme un poème. Nous sommes toujours au Guéluron, café culturel à Saulxures sur Moselotte, pour cette émission en public avec les docteurs Patrick Bastien, Étienne Curien et Alain Petit, médecins généralistes à l'origine du projet Éco-prescription destiné à réduire l'impact des médicaments sur notre environnement. Et c'était Jeanne Chéral avec ce titre « L'eau ». J'aimerais que vous nous expliquiez le concept PTB, docteur Petit. Alors, le concept PBT, c'est-à-dire persistance, bioaccumulation et toxicité, a été mis au point par donc les chercheurs suédois dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc qui prend en compte 3 paramètres dans le devenir des médicaments. Quand un médicament arrive dans l'environnement, il y a plusieurs choses qui se produisent. Il peut être persistant, c'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure qu'il pouvait être métabolisé dans l'organisme, et après, donc la molécule qui va dans l'environnement peut être aussi métabolisée dans l'environnement et s'autodétruire par l'intermédiaire de micro-organismes ou autres processus chimiques. Et puis, il y a des molécules qui, elles, sont beaucoup plus résistantes à ce genre de dégradation et qui peuvent persister parfois très longtemps dans l'environnement.
On a par exemple des exemples de persistance de produits dans l'environnement comme les métaux lourds, qui sont bien connus. On a parlé à une certaine époque de la maladie de Minamata, c'est de la persistance du mercure par exemple dans la baie de Minamata au Japon, qui à un moment donné avait donné des anomalies extrêmement importantes chez les enfants à naître et qui donnaient des retards mentaux et des malformations très importantes. Donc c'est la persistance de ces produits dans l'environnement qui peuvent être extrêmement toxiques. Bon, là c'est un cas un petit peu majeur, c'est pas toujours comme ça. Il peut y avoir une persistance sans que ça soit forcément très toxique. Mais c'est à prendre en compte dans la qualité, dans le devenir du médicament. Le deuxième paramètre, donc c'est la bioaccumulation. La bioaccumulation, c'est le médicament qui, dans la chaîne alimentaire, va s'accumuler petit à petit d'un prédateur à un autre. Ça commence par donc les cellules, ensuite les végétaux, éventuellement, qui vont être consommés par des petits animaux, des batraciens, qui vont être consommés par des poissons, qui vont être consommés par des mammifères, etc. Et petit à petit, dans les graisses animales, le médicament ou le toxique, la molécule va s'accumuler et c'est le dernier qui mangera, peut-être l'homme, qui va avoir la dose maximum. Ça s'appelle donc la bioaccumulation. On constate déjà ce genre de phénomène chez les oiseaux, par exemple, où les œufs de certains oiseaux n'éclosent plus en raison précisément de cette concentration, parce qu'ils sont au bout de la chaîne alimentaire, ou quasiment au bout. Tout à fait. On a l'exemple aussi, je crois, donc en Iran, de faucons qui ne peuvent plus, qui ont consommé des animaux qui étaient traités par du diclofénac, je crois, et qui avaient accumulé donc cette molécule dans leur organisme et qui donc posait des problèmes de reproduction. Docteur Petit, est-ce que, question de béotien, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, en tout cas pas docteur en médecine, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir autant de molécules? Est-ce qu'on connaît l'effet thérapeutique? On parlait de cocktails tout à l'heure, de ces fameux cocktails. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, les labos, ce sont eux qui réalisent les tests avant les mises sur le marché? Oui. Alors, est-ce qu'on a besoin d'autant de molécules? Ça, j'en suis pas sûr, mais à titre personnel, je pense qu'un médecin peut travailler avec 200 molécules, alors que sur le marché, on a quelque chose comme 4000 molécules qui sont en vente, dont un grand nombre n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité. Et on en invente à peu Donc, près 1000 par an. Il y a un aspect commercial là-dedans qu'il faut prendre en compte. Donc il y a beaucoup de molécules dont on ne connaît pas non plus forcément la toxicité, elles ne sont pas forcément toutes étudiées, mais il y a une obligation donc ministérielle actuellement pour les molécules qui sortent d'en connaître la biotoxicité, mais souvent c'est assez confidentiel, c'est difficile d'avoir accès à ces informations, du moins pour nous. Il a fallu aussi il y a quelques années une loi pour interdire les cadeaux des laboratoires aux entreprises. Là aussi, mythe ou réalité? C'est une réalité. Je crois que les médecins reçoivent de moins en moins les laboratoires. Déjà parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent être inféodés au laboratoire et qu'ils peuvent être victimes justement des processus publicitaires. Et donc les médecins bien informés, en général, vont chercher les informations ailleurs que directement vers le labo. Et effectivement, à une certaine époque, il y a une vingtaine d'années, il y a eu une loi qui a interdit les petits cadeaux, justement, qui pouvaient favoriser la prescription des médicaments. Le 18 novembre 2017, vous avez organisé un colloque à Remiremont, dans les Vosges. Tous les médicaments, donc ça représente quelques milliers de tonnes, se retrouvent dans l'eau. Point, c'est clair, net et précis. Plus ou moins transformés. Donc tout ce qu'on consomme ressort sous forme de la molécule mère ou de métabolites qui seront eux-mêmes peut-être métabolisés dans l'environnement, mais l'ampleur du phénomène, il est clair et net, comme ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de bouton stop sur les médicaments et donc ils continuent leur action. Il y a d'autres acteurs en jeu. Mon voisin tout à l'heure parlait de pourquoi au niveau de l'Europe ça n'a pas pris, pourquoi au niveau national français ça ne prend pas. Je pense qu'il y a d'énormes enjeux économiques derrière tout ça qui font que la pression à la prescription est forte. Extrait d'une vidéo réalisée par Anima Vidéo en 2018 à partir de la captation de ce colloque précisément est disponible sur YouTube. Commentez-nous ce que l'on vient d'entendre, docteur Patrick Bastien.
Alors, il y a effectivement les réglementations, qu'elles soient françaises ou européennes. Maintenant, c'est essentiellement européenne. Mais il y a également la prise de conscience à la fois du public, c'est-à-dire de nos patients, et des différents professionnels, que ce soit les vétérinaires qui ont une action assez importante également, et des médecins. J'ai l'habitude de dire, nous nous mêlons de ce qui nous regarde, c'est-à-dire que notre mission par rapport à notre mission sociale, notre mission professionnelle, c'est de veiller à la santé. Notre premier élément, c'est de soigner les gens. Et évidemment, on reste déjà sur cette chose importante. Mais lorsqu'on a le choix pour soigner des gens, d'avoir des médicaments à toxicité moindre, et à efficacité égale, évidemment, il faut qu'on ait cette information pour pouvoir faire ce choix. Et ce que disait le docteur Petit à l'instant, c'est qu'on n'a pas toujours l'information. L'autre élément pour éviter les médicaments non utilisés, il est aussi d'essayer à chaque fois de prescrire la quantité nécessaire. Et malheureusement, c'est une réalité, le choix du boitage, le choix du type de présentation et du type de délivrance ne dépend pas du médecin. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'un anti-inflammatoire pour 4 jours, il n'y a pas forcément des boîtes qui contiennent des médicaments pour 4 jours. Les médicaments sont pour 15 jours. Qu'est-ce qu'on fait du reste? On se le garde en réserve ou on le jette. Déjà, c'est un gâchis et en plus, c'est un risque de pollution. Donc il y a cet élément-là. Nous, notre responsabilité, c'est de prescrire ce qui était nécessaire. Et la réglementation, l'État et la population qui peuvent avoir une influence là-dessus, c'est d'insister à ce que les présentations, c'est-à-dire le boitage, soient adaptées à l'utilisation réelle. Et ça, c'est un élément important également qui évite de prescrire et qui évite donc de se poser la question de détruire ou d'excréter des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est quoi? C'est du marketing des laboratoires? Les laboratoires font du marketing, c'est normal, ils sont des industries, tant mieux. Mais c'est que l'industrie ne doit pas être tout seul, il faut qu'en face de l'industriel, il y ait des acheteurs, c'est nous, c'est vous, les patients, et que ces acheteurs aient des exigences. Et je pense que si on a des exigences qui sont clairement exprimées, le fabricant s'adaptera aux exigences. Je crois qu'il y a cet élément-là. En même temps, docteur Bastien, est-ce qu'il n'y a pas aussi une culture encore aujourd'hui ambiante qui fait croire à beaucoup de patients que le médecin n'est pas un bon médecin si je sors de la consultation sans prescription? Oui, ça change petit à petit. C'est aussi notre rôle de le faire. On sort de chez les médecins ou chez les vétérinaires avec une ordonnance. C'est-à-dire qu'il y a un côté quand même assez raide. On ordonne quelque chose. Donc c'est cet élément-là. C'est dans la tête des médecins, mais c'est aussi dans la tête des patients. Et un patient qui sort de chez le médecin sans ordonnance, il se dit il me manque quelque chose. Et j'ai payé pourquoi? Et donc il y a cet élément-là de pédagogie pour dire, j'ai l'habitude de dire à mes internes, il faut aussi prescrire du médecin en disant peut-être revenez dans 8 jours. C'est pas parce que je sais pas à ce moment-là, et c'est pas parce que je suis un mauvais médecin, mais simplement je veux adapter ma décision à ce qui va se passer. Et quand c'est pas urgent, on peut faire revenir quelqu'un dans 8 jours. D'où l'expression aussi prévenir vaut mieux que guérir. Je pense par exemple à l'obésité. On a d'un côté des excès de sucre et de gras dans l'alimentation, au point que la limitation doit figurer maintenant sur les emballages. Peut-être aussi que, alors encore une fois, je ne fais pas votre métier, mais on peut peut-être aussi agir davantage dans le conseil sans avoir forcément aussi à prescrire et à ordonner. Alors effectivement, c'est une de nos missions qui pour l'instant ne fait pas partie d'une façon rémunérée, je dirais, d'une façon automatique, mais c'est une mission naturelle. Et vous parliez de l'alimentation, très probablement que beaucoup de maladies dégénératives, c'est une hypothèse de travail, mais on est aussi lié à ce qu'on mange. Et probablement que les médicaments ultra transformés et tout un tas d'éléments, je dirais, de ce qu'on ingère sans trop faire attention, ont une activité néfaste. Est-ce que tous les éléments qu'on vient d'évoquer là, docteur Patrick Bastien, font partie de votre réflexion du projet éco-prescription que vous menez actuellement? Alors l'éco-prescription, on est bien sur la prescription, c'est-à-dire, je reviens à ce que je viens d'évoquer à l'instant, c'est la prescription, c'est l'ordonnance. Donc il faudrait qu'on s'habitue, et c'est un petit peu notre mission, de ne pas forcément ordonner, mais j'aime pas le terme ordonner, conseiller, et à mon avis beaucoup plus pertinent, conseiller autre chose que des produits. On peut avoir des conseils qui sont des modifications de comportement, qui sont des surveillances, parce qu'effectivement, il y a des maladies qui existent, et il ne faut pas nier le fait que les gens ont besoin de médicaments, mais que l'adaptation
de nos conseils et des médicaments soient, je dirais, plus souvent liés. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée de la quantité en pourcentage de ces médicaments non utilisés qui sont rapportés en pharmacie ? Ce que disent, alors de ceux qui sont en pharmacie, je pense que c'est de l'ordre de 40 à 50% des non utilisés qui sont rapportés, à peu près la moitié, mais ça dépend beaucoup des conseils, et c'est là-dessus aussi que notre action veut s'appuyer. C'est le conseil du médecin. Alors je parle d'ordonnance, mais quand on dit à des patients ramenez, on a un petit tampon qu'on a proposé à nos collègues pour dire les médicaments qui ne sont pas utilisés, vous les ramenez chez le pharmacien. Si on le répète, les gens le comprennent et le font. Mais encore faut-il qu'on le fasse, qu'on le répète. Elles sont décidément bien faites, ces petites vidéos produites par Le Gray, déjà cité. Nouvel extrait. Comment diminuer la quantité de médicaments dans l'eau ? Dans nos pays européens, et en France en particulier, on consomme de plus en plus de médicaments et la population vieillit. De fait, les résidus de médicaments se retrouvent dans le milieu naturel. Pour limiter les conséquences de ce phénomène, tant sur le plan environnemental qu'économique, plusieurs options s'offrent à nous. Les chercheurs travaillent à l'optimisation des traitements et les médecins restent vigilants en prescrivant aux patients la juste dose, celle qui est dans le meilleur rapport efficacité thérapeutique, quantité de molécules absorbées. Les patients ont un rôle à jouer. En limitant l'automédication, en respectant scrupuleusement leur ordonnance. Au sein de l'Association pour l'optimisation et la qualité des soins, l'ASOX, que vous avez fondée, tous les trois, docteur Bastien, Petit et Curien, comment faites-vous pour agir, je veux dire financièrement, parce que dans le cadre de cette association, vous agissez bien sûr en qualité de bénévole. Docteur Curien. Le projet éco-prescription a été donc lancé il y a 2 ou 3 ans et c'est la SOX qui est maître d'œuvre de cette affaire-là. Et l'idée a été de coupler ça géographiquement sur le pays de Remiremont, parce que le pays de Remiremont, c'est les 2 vallées, Moselotte et Moselle, et c'est 55 000 habitants. Et si on prend la carte du pays de Remiremont et la carte du bassin versant, on est quasiment sur les mêmes surfaces, sur les mêmes limites. Donc nous sommes dans un premier temps allés voir le pays de Remiremont qui nous a servi de partenaire politique et institutionnel, qui nous a donné un petit peu plus de solidité vis-à-vis des sponsors. Et tout de suite, l'agence de l'eau a répondu oui. L'agence de l'eau Reimeuse. On peut imaginer qu'elle soit partie prenante. Tout à fait. Et donc c'est notre plus gros partenaire financier. Après, c'était le conseil régional, et là, nous sommes allés voir M. Grémillet et M. Cherpion, qui était conseiller régional, et qui, là aussi, nous ont bien aidés. Le département nous aide également, le pays de Remiremont nous aide également. Nous avons un petit soutien de l'ARS, l'Agence régionale de santé Lorraine, et en gros, c'est ça. Et on va peut-être aussi avoir un petit soutien au niveau de l'Europe, par l'intermédiaire des programmes leaders, qui sont des programmes délégués au fonctionnement des pays. Les pays sont des entités territoriales. Néanmoins, docteur Curien, ça reste encore aujourd'hui une activité bénévole. Comme beaucoup en France. Pour nous, nous avons l'habitude de travailler relativement comme ça bénévolement. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que quand on réfléchit bien, d'une manière générale, ceux qui détruisent la nature sont ici, c'est ceux qui la protègent sont les bénévoles. Je comprends bien que vous êtes depuis plusieurs questions en train de focaliser un peu sur l'industrie pharmaceutique. À tort ? Pas forcément complètement, non. Mais le problème est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que vous avez compris qu'on utilise des médicaments, qu'on ne pourra pas arrêter d'utiliser des médicaments, qu'il faut qu'on soigne les maladies dont on a tous conscience, et que ces maladies-là sont répertoriées et qu'elles ont toutes des classes thérapeutiques efficaces contre ces maladies-là. Le problème est que dans les classes thérapeutiques que nous utilisons, nous aimerions connaître le médicament qui a le moins d'impact écologique. Ces données-là sont obligatoirement connues de l'industrie pharmaceutique. L'Europe oblige, avant la mise sur le marché d'un médicament, de définir exactement quelle est la persistance, quelle est la bioaccumulation, quelle est la toxicité. Mais on n'a pas accès à ça. Alors justement, le docteur Bastien me glissait tout à l'heure à l'oreille que certaines informations concernant l'impact des médicaments sur l'environnement figurent sur les emballages. Vous me corrigez, docteur Bastien, si je me trompe, sur les médicaments vétérinaires
mais pas sur les médicaments à usage humain. Les vétérinaires sont beaucoup plus en pointe que nous là-dessus et ils sont beaucoup plus performants, notamment sur la maîtrise de l'impact écologique. Ils ont fait de très gros efforts sur les antibiotiques. Ils sont en train de faire des gros efforts également sur les antiparasitaires. Et bon, là aussi, on n'est pas du tout dans le même domaine d'action. Un vétérinaire, il va soigner les animaux et il n'y a pas, malheureusement pour le paysan, de remboursement. Donc le coût de la prescription impacte directement l'équilibre économique de l'exploitation agricole. Donc on est beaucoup plus prudent de fait de cet impact économique. Alors, aujourd'hui, où en êtes-vous de l'état de vos études avec l'Association pour l'optimisation et la qualité des soins sur ce projet éco-prescription? Comment ça réagit autour de vous, aussi bien auprès des médecins, des pharmaciens que des vétérinaires? On a été relativement surpris de la facilité avec laquelle on a réussi à fédérer les acteurs sur ce terrain-là. Au tout départ, on a été un petit peu surpris du fait que les prescripteurs n'étaient pas tellement sensibilisés à ça. Et notre objectif principal, c'est pas d'aller diminuer la quantité de médicaments ou diminuer, ça on ne saura pas faire, on n'arrivera pas en 2 ans à faire ça, mais c'est la prise de conscience, les changements de comportement, et c'est ça qui est important. Et vous mesurez déjà un changement de comportement tant chez les patients que chez vos confrères? On espère. Pour le moment, on n'a encore pas complètement terminé l'action. L'action se termine en décembre 2018. On commence à engranger les premiers résultats et on va voir. On espère, mais je pense que le gros impact, ce sera « Ah oui, j'avais pas pensé. Je donne un médicament, mais il va faire pipi et après, on va le retrouver dans... » J'avais pas pensé à ça. Donc, c'est ça notre victoire. Durablement vôtre, Éric Mutschler.
Auf dem Wasser zu singen, à chanter sur l'eau, composé par Franz Schubert en 1823, dès 774 dans le catalogue d'Otto Erich Deutsch, interprété ici par Anne Gastinel et Claire Désert. Il y a plusieurs points communs entre vous, Patrick Bastien, Étienne Curien et Alain Petit, au-delà du fait bien sûr que vous soyez tous les trois médecins généralistes. Docteur Petit. Alors nous sommes tous les trois médecins généralistes, on se connaît depuis longtemps et on est tous les trois un peu à la fin de notre parcours professionnel. Nous sommes issus donc des facultés de l'Est et je crois que nous avons eu un peu un parcours assez superposable, c'est-à-dire le choix professionnel déjà, le choix de faire de la médecine générale. C'est un choix, c'est pas par dépit ou par une sélection quelconque qu'on est devenu médecin généraliste, c'est parce que nous l'avons choisi. Nous nous sommes intéressés tous les trois à la médecine préventive. À l'époque, il y avait un diplôme de santé publique et on l'a fait, je crois, tous les trois. Donc on s'est intéressé à cette dimension-là de santé publique et de prévention. On s'est intéressé également à la médecine populationnelle, c'est-à-dire en tant que médecin avoir la responsabilité d'une population, tant sur le plan curatif que préventif. On s'est intéressé également à faire de la formation, c'est-à-dire transmettre nos connaissances et notre savoir à des étudiants, passer le relais. Et en fin de course, donc s'intéresser également à la recherche. Et voilà, on en est là. Est-ce qu'il y a une sensibilité, docteur Petit, aux questions d'environnement, précisément écologique au sens large ? Oui, je crois que c'est notre préoccupation aussi à tous les trois, indépendamment de la médecine, parce que la médecine, c'est déjà protéger. S'intéresser à l'écologie, c'est du domaine public, c'est de protéger aussi notre population, notre planète, l'endroit où on vit. Et on sait que c'est fragile et qu'il faut chacun s'impliquer, autant en tant que professionnel que dans le public. Voilà. Docteur Étienne Curien, je ne sais pas si Alain Petit a tout dit de votre parcours commun. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que tous les trois, vous avez fait le choix de vous installer en milieu rural. Oui, la médecine générale en milieu rural, c'est quand même beaucoup mieux que la médecine générale en ville, parce qu'on voit plein de choses. On est loin on n'a pas des structures de soins avec des plateaux techniques tout proches de chez nous, donc on est un peu obligé de se débrouiller avec nos yeux, nos mains et nos oreilles. Et ça fait fonctionner le cerveau, c'est tout à fait profitable. Pour autant, c'est devenu un enjeu majeur aujourd'hui, non ? Oui, c'est devenu un enjeu majeur. Mais je voudrais revenir, si vous voulez bien, à la santé environnementale. La santé environnementale, Alain disait que nous étions maîtres de stage et que chacun de nous trois a reçu les étudiants. Et les étudiants qu'on a reçus chez nous pendant 6 mois, on les fait bosser. Ils viennent à côté de nous, d'accord, pour écouter et voir un peu comment on fonctionne dans un cabinet de médecine générale. Mais à côté de ça, ils ont travaillé notamment sur des sujets de santé environnementale. Et on a abordé avec eux les pesticides, les nanoparticules, les ondes électromagnétiques, les modifications de la santé dues aux effets climatiques, j'en passe et des meilleurs. Et à chaque fois, ils devaient faire une conférence. Et cette conférence-là était labellisée par un expert universitaire. Et c'était le professeur Hartmann que vous avez passé tout à l'heure. Et donc, cette collaboration avec le professeur Hartmann a été très vraisemblablement à l'origine de notre projet éco-prescription. Docteur Patrick Bastien, est-ce que avec vos 3 confrères, vous êtes les médecins écolos des Vosges ? Bon, je ne sais pas si on est les seuls médecins écolos. On a une sensibilité, ce qui est bien normal, c'est ce que viennent de dire mes 2 collègues et amis, c'est que l'environnement et l'impact, je dirais, du milieu où on vit et comment on vit a un impact sur la santé, ce qui est un truisme. J'allais dire dans nos points communs où nous travaillons aussi tous en maison de santé pluriprofessionnelle. C'est-à-dire que d'emblée, on a fait un choix de pouvoir partager avec d'autres collègues, de pouvoir mutualiser les moyens et de pouvoir accueillir des nouveaux internes. Et sur l'élément populationnel, je reviens à ce que disait le docteur Petit, c'est que notre action, elle est certes individuelle, et c'est la majorité de notre action qui est au service d'un individu, mais qu'on ne perd pas de vue l'impact de la
communauté populationnelle qui est autour de nous. Et ce qu'on peut faire passer comme message qui modifie le comportement, sous réserve qu'on vérifie que ce qu'on dit est validé d'un point de vue scientifique, c'est là notre responsabilité. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Les invités de Durablement Vôtre, c'est le moment de votre choix. On écoute. On a une responsabilité au niveau de la région Lorraine et un peu plus largement sur ce dossier-là. Mais au-delà des médicaments, moi je soulignerais l'intérêt des élus dans la pollution de l'eau. Notre association a su convaincre et obtenir le financement de plusieurs acteurs qui ont tous une légitimité dans le domaine de la santé collective, tout comme nous. Quand je dis nous, j'ensemble l'ensemble des professionnels de santé, pharmaciens, médecins, vétérinaires. Nous nous mêlons de ce qui nous regarde. Cet extrait du colloque organisé par l'Association pour l'optimisation et la qualité des soins, l'ASOX, le 18 novembre 2018, que nous avons déjà évoqué, pour illustrer votre coup de gueule qui s'y colle. Docteur Petit. Alors, par rapport aux médicaments, ce qui me paraît important, c'est la surconsommation du médicament. On est dans un monde où on produit, et par exemple, en 2015, la consommation, l'industrie pharmaceutique représentait 1000 milliards de dollars. Alors, je ne sais pas si on arrive à se représenter ce que c'est astronomique. Et ça, la moitié de la consommation, c'est-à-dire 500 millions de dollars, sont consommés par l'Amérique du Nord. Et donc, dans quelques années ou dans quelques décennies, c'est la population planétaire qui va consommer des médicaments un peu de la même façon. Donc, on voit un petit peu la proportion de ce qui va éventuellement se passer. C'est un peu une bombe à retardement. Et donc, c'est quand même assez préoccupant. Donc arrêtons le gaspillage, c'est ça que je voudrais dire, arrêtons le gaspillage en sachant que la moitié des médicaments ne sont pas consommés. On parle beaucoup du gaspillage alimentaire, on sait qu'aujourd'hui... Oui, là c'est le gaspillage médicamenteux. L'équivalent de la production de la Chine est jeté tous les ans. Oui. Là, ce sont les médicaments. C'est un propos subversif que vous tenez là, la moitié des docteur. Médicaments sont jetés, oui. C'est peut-être subversif, mais c'est quand même une partie de la réalité. Voilà. Alors l'origine de ces informations peut-être serait à vérifier, mais enfin on peut les retrouver sur Internet. Tout n'est pas forcément vrai, mais voilà ce que je voulais dire, mon petit coup de gueule. Vous êtes 3 ici au Galuron autour de la table pour la réalisation de cette émission. Est-ce que vous représentez aujourd'hui un courant fortement minoritaire en passe de grandir, d'acquérir une certaine majorité Étienne Curien? On a bien du mal pour trouver des successeurs sur ce projet-là. On est tous, moi en retraite, Patrick bientôt, Alain dans quelques mois ou années. Personne derrière ne suit. Et donc on est minoritaire. Nous sommes minoritaires. Mais ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on doit fermer sa gueule. Oui. Michel Guinet, ancien président du conseil départemental des Vosges, disait ils sont 1000, nous sommes 2, encerclons-les. Docteur Curien, puisque vous avez la parole, est-ce que vous auriez engagé une telle démarche, comme celle d'éco-prescription, au début de votre carrière, il y a 30 ou 40 ans? Certainement pas. Certainement pas. Les problèmes de santé environnementale, tout à l'heure je vous disais que quand on va voir les médecins et qu'on leur parle de notre projet, on trouve un médecin sur 2 qui fait des gros yeux, qui nous dit « mais de quoi tu me parles ?» Donc qui découvre le problème. C'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour Patrick, la même chose pour Alain. Peut-être qu'on avait un petit peu d'avance sur les autres, mais pas grand-chose. Non, la santé environnementale, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Notre environnement est très vraisemblablement la cause de beaucoup de nos maux. Mais de notre environnement basique, le sommeil, l'eau, l'air... l'air ambiant, voilà, ouais. Tout ça représente un impact considérable sur notre santé et c'est en train de nous apparaître comme ça brutalement. Donc on s'en occupe. Voilà, mais sur le problème de la... Est-ce que, tout à l'heure vous disiez, est-ce que vous êtes minoritaire? Très certainement pas, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de trouver des acteurs, des gens qui font, des gens qui y vont, qui s'investissent. Et là, on n'en trouve pas trop. Mais je pense que ce n'est pas en rapport avec notre corporation, c'est quelque chose de
Votre corporation qui est fidèle peut-être à la situation de notre environnement humain en général. En même temps, c'est presque paradoxal, docteur Bastien. On aurait pu s'attendre à ce que précisément les générations successives, alors pas que dans le corps médical, mais aussi parmi nos concitoyens, que chaque génération découvre l'ampleur du phénomène et se donne les moyens. Or, on a l'impression que c'est une conscience émergente, mais qui a du mal, vous venez de dire, docteur Curien, à émerger, et c'est pas si linéaire que ça, en fait. C'est une conscience émergente qui, que ce soit pour nos patients ou pour nos collègues, à partir du moment où on explique, et c'est ce qu'on est en train de faire là, et on espère être clair, la plupart des gens comprennent, s'intéressent et fouillent. Et je reviendrai sur une dernière chose, c'est la notion qui date des années 68, ça nous ramène assez loin, mais c'est la notion de contre-productivité, c'est-à-dire de se dire que les éléments, je dirais, performants de notre société, ils sont performants pendant un certain temps, et si on ne contrôle pas le niveau de diffusion de ces éléments, non seulement ils sont plus performants, mais ils sont contre-productifs. C'est-à-dire que les médicaments qui sont encore quelque chose de fantastique pour la santé, si c'est pas maîtrisé, si c'est utilisé d'une façon non appropriée, ça devient négatif pour la santé. Et ça, on peut mettre cet exemple-là pour la voiture, pour les microparticules, pour tout un tas d'éléments, des conservateurs, etc. Donc cette notion de contre-productivité qui avait été mise en exergue par Illich il y a fort longtemps, est un élément qu'on peut appliquer aussi à la pollution médicamenteuse. Merci à vous, docteur Patrick Bastien, docteur Étienne Curien et docteur Alain Petit pour cet entretien. Merci à vous aussi. Merci. Bonne suite. Je rappelle que vous êtes les fondateurs de l'Association pour l'optimisation et la qualité des soins, l'ASOX, qui a son siège à Gérardmer dans les Vosges, à l'origine du projet Éco-prescription destiné à réduire l'impact des médicaments sur notre environnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sesoignersanspolluer.com. Merci aussi au public du Guéluron, Café culturel à Saulxures-sur-Moselotte, où cette émission a été enregistrée jeudi 26 avril 2018. Merci enfin à Élise Laroche et Sébastien Naboulet, les fondateurs et gérants du Guéluron, pour l'accueil toujours chaleureux qu'ils nous ont réservé tous les mois, et nous sommes très tristes que ça s'arrête puisqu'ils ont décidé de fermer ce lieu pourtant magique. Nous diffuserons prochainement un ultime reportage sur l'aventure du Guéluron. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.